Bonjour à tous et bienvenue à cette session organisée grâce au concours de Medtronic. J'ai le plaisir de modérer cette session avec le professeur Martine Gillard de Brest. Et nous allons avoir une session très intéressante sur trois sujets totalement différents, des ruptures technologiques dans la prise en charge des patients avec pathologie cardiaque. J'ai le plaisir d'inviter maintenant Estelle Gangebach, qui va nous parler de la télécardiologie, qui a connu un essor extrêmement important lors de l'année 2020 en raison de la pandémie Covid. Merci Estelle. Bonjour à tous, je m'appelle Estelle Gangebach et le sujet de ma présentation va porter sur l'apport de la télécardiologie dans le cadre de l'épidémie de Covid-19. Donc, comme chacun le sait, l'épidémie de Covid-19 a eu un impact majeur sur les systèmes de santé et en particulier sur la prise en charge des patients non Covid. Au cours de la première vague, un grand nombre de procédures ou de consultations non urgentes ont été annulées ou reportées. Et puis, il y a un certain nombre de patients qui ont renoncé probablement à se faire suivre du fait de la peur de la contamination chez les médecins ou dans les hôpitaux. Ce qui a entraîné, comme on le voit, une diminution, des consultations, que ça soit chez les médecins généralistes ou chez les médecins spécialistes, hein, comme, ce qui a été montré par les données de l'assurance, maladie, avec une diminution, forte donc des consultations, au cours de cette première vague. Alors l'impact de, ces diminutions de recours aux soins, reste pour le moment, très difficile à estimer de manière, très objective. On a quelques indices, comme les données, du registre francilien de la mort subite, qui a, observé une augmentation des arrêts cardiaques extra-hospitaliers au cours de cette, première vague. Alors, selon cette publication, un tiers de ces arrêts cardiaques extra-hospitaliers pouvaient être directement imputables à l'épidémie de Covid. Mais pour 2 tiers, il, en tout cas, semblait être plutôt des effets indirects liés en particulier à cette diminution de recours aux soins non urgents ou des diminutions de diagnostic. Alors, il y a eu aussi, un effet, de stress important généré, dans le cadre de cette épidémie de Covid, qui pouvait augmenter, le nombre des événements, cardiaques. C'est ce qu'on avait observé, chez les patients implantés de défibrillateurs, dans les données du télésuivi, où on observait un pic des événements, d'arythmie ventriculaire ici au moment de cette première vague qui précédait d'à peu près 2 semaines le pic épidémique et qui était possiblement lié justement à ces stress importants qui a été généré par l'épidémie de Covid-19. Alors pour essayer de pallier, justement à ces pertes, de suivi ou ces pertes de diagnostic, liées à la diminution des consultations présentielles, l'assurance maladie a essayé de promouvoir de manière extrêmement importante le recours à la télémédecine par 2 mesures. La première, la dérogation à la condition de vidéotransmission et la deuxième qui est la prise en charge à 100. Et vous pouvez voir que, au cours de cette première vague, on a vu une explosion, réelle du recours à la télémédecine, hein, ici, par exemple, sur les téléconsultations et avec évidemment une diminution des téléconsultations après la première vague, mais avec néanmoins un niveau qui restait bien, supérieur à ce qui était observé avant l'épidémie et on a l'impression vraiment que cette épidémie de Covid a permis vraiment de démocratiser, le recours à la télémédecine et à la téléconsultation. Alors, en cardiologie et en rythmologie en particulier, cela fait longtemps, enfin en tout cas plusieurs années, qu'on a recours au télésuivi, hein, pour suivre les patients implantés de prothèses cardiaques implantables. Globalement, sur le plan technique, l'ensemble des défibrillateurs, et des, moniteurs cardiaques implantables, modernes sont équipés des possibilités de télésuivi et de télétransmission et une grande partie également, des pacemakers. Et donc au sein des centres, depuis plusieurs années, se sont mis en place des organisations de télésuivi des patients porteurs de prothèses cardiaques implantables. Alors, on sait que le télésuivi, hein, des patients porteurs de prothèses cardiaques, en particulier de défibrillateurs, a montré un bénéfice, hein, sur la prise en charge des patients, permettant, un diagnostic, hein, plus précoce des arythmies, hein, également, un diagnostic plus précoce des dysfonctions, éventuelles de matériel et également, une diminution des chocs inappropriés chez les patients porteurs de défibrillateurs.
Alors, l'HRS n'a pas attendu l'épidémie de Covid pour promouvoir le télésuivi, chez les patients porteurs de défibrillateurs, puisque c'est une recommandation de classe 2A, déjà, depuis 2015. Alors très rapidement au cours de l'épidémie, hein, l'HRS a émis des recommandations, en particulier pour favoriser, hein, le recours au télésuivi chez tous les patients qui étaient porteurs de prothèses cardiaques implantables, en particulier ceux qui n'étaient pas encore télésuivis. Et c'est vrai que les industriels ont eu un rôle important pour nous permettre de mettre en place ces télésuivis, en particulier à domicile, hein, pour l'envoi de télétransmetteurs directement. Et ça a été clairement une grande aide au cours de cette épidémie, en particulier de la première vague. Alors, ce qui est plutôt rassurant, c'est que on sait, hein, à partir de plusieurs études, et en particulier de cet essai randomisé contrôlé, hein, que le fait de télésuivre les patients sans consultation présentielle n'entraîne pas de perte de chance pour les patients. Et on voit ici que chez les patients qui ont un télésuivi seul sans consultation organisée, on ne voit pas d'augmentation de manière significative des consultations urgentes, et avec ici un suivi qui était tout à fait similaire aux patients qui étaient télésuivis avec consultation présentielle. Alors, comme vous le savez, le télésuivi, pour le moment en tout cas, ne bénéficie pas d'un financement qui rentre dans le droit commun. C'est un financement qui rentre actuellement dans le cadre d'un programme expérimental qui s'appelle le programme ETAP, hein, qui est un programme sur 4 ans et qui devrait normalement se terminer en 2022. Cela inclut le financement des prothèses cardiaques implantables à visée diagnostique. Donc les moniteurs cardiaques implantables sont actuellement exclus de ce dispositif, et tout l'enjeu par la suite, ça va être vraiment la possibilité de généralisation et de pérennisation de ce financement pour pouvoir permettre la pérennité de ce type d'organisation. Donc en conclusion, clairement, on a vu que le télésuivi des patients porteurs de prothèses cardiaques implantables a été particulièrement utile, hein, dans le contexte de l'épidémie de Covid-19, en évitant des pertes de suivi, hein, puisque les patients gardaient ce télésuivi, en évitant des visites présentielles qui étaient inutiles, et aussi en économisant des ressources médicales. Et clairement, pour pouvoir promouvoir, en tout cas pérenniser cette activité. Vraiment, l'enjeu dans les prochaines années, ça va être justement le financement, la pérennité de ce financement, et en espérant que cela puisse rentrer dans le droit commun dans les prochaines années. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Estelle pour cette présentation très claire. Ma première question sera, est-ce que cette expérience Covid va modifier la prise en charge de tes patients avec des prothèses comme les stimulateurs et les défibrillateurs? Merci beaucoup, Christophe. Alors effectivement, on a appris pas mal de choses quand même dans le cadre de cette pandémie de Covid. Et la première chose, je pense que c'est sur la télésurveillance. Je pense que c'est vraiment, ça nous a poussé à proposer la télésurveillance de manière beaucoup plus systématique qu'on le faisait jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on le proposait vraiment qu'aux porteurs de défibrillateurs. Et c'est vrai que ça nous a quand même manqué que les porteurs de pacemakers ne soient pas télésuivis. Et donc, on a tendance quand même maintenant, de manière un peu plus systématique, à le proposer aux patients. Sur le plan de la téléconsultation, qui est quand même quelque chose de différent de la télésurveillance. C'est vrai qu'on en a beaucoup fait pendant l'épidémie de Covid. Après, clairement, l'expérience que j'en ai, c'est que ça prend quand même aussi pas mal de temps. On en a proposé plus, et c'est vrai que maintenant, on a tendance à le proposer parfois en alternative aux patients, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il faut quand même maintenir une consultation présentielle au moins une fois par an ou tous les 18 mois quand même, hein, dans le cadre du suivi. En tout cas, c'est l'impression plutôt que j'en ai. Donc, on a l'impression, voilà, d'élargir la télésurveillance, mais c'est vrai que sur remplacer complètement les consultations présentielles par les téléconsultations, je ne suis pas sûre qu'on en soit là encore. Merci. Alors, Estelle, j'aurais une petite question à te poser également. Sur un plan pratique, combien de personnes sont occupées, enfin sont intéressées par cette télécardiologie sur un plan médical et paramédical? Parce que bon, c'est pas très bien remboursé et je pense que c'est quand même time consuming pour ton équipe. Comment tu fais dans ton centre? Alors, la façon dont on est organisé chez nous, c'est comme, je pense, la plupart des centres de rythmologie, en tout cas les gros centres de rythmologie sont organisés, c'est-à-dire qu'on a une plateforme de télésuivi, hein, qui est organisée par les paramédicaux, qui en fait gèrent toutes les alertes, hein, de manière quotidienne, et ensuite font déjà un filtrage, un gros premier filtrage en amont, et ensuite
demande l'avis au cardiologue, au rythmologue, uniquement quand il y a le cas d'alerte très particulière. Donc, en fait, il y a beaucoup de temps qui est finalement du temps paramédical. Et c'est aussi là-dessus que c'est quand même intéressant aussi cette organisation de télésuivi pour limiter un petit peu le temps médical dont on peut avoir besoin dans le cadre de ce suivi des prothèses. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications très claires. Et donc maintenant, nous allons passer la parole à Thomas Cuissé qui va nous parler du TAVI chez les patients à bas risque. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier le comité d'organisation pour l'invitation ainsi que les laboratoires Medtronic qui ont organisé cette session. Et en effet, l'idée de ces prochaines minutes, c'est de discuter ensemble, de savoir si finalement le TAVI chez les patients à haut risque constitue effectivement une innovation de rupture. Donc ici, sur cette diapositive, mes conflits d'intérêts. Alors, quand j'ai réfléchi à cette présentation sur la problématique importante du TAVI chez les patients à faible risque, je me suis posé deux questions. Finalement, est-ce qu'en 2020, on est prêt à proposer le TAVI pour toutes les sténoses aortiques? Et puis finalement, quels peuvent rester finalement les bémols ou en tout cas les limites à cette extension des indications? Alors, ce qui est important, c'est quand on veut savoir où on va, c'est savoir d'où on vient. Et effectivement, tout a commencé en 2002 par une idée géniale qui date de bien avant 2002 d'Alain Cribier. Et au départ, de l'aveu même d'Alain Cribier, le TAVI ne devait pas forcément concurrencer la chirurgie chez les patients à bas risque, mais c'était vraiment au départ pour les vraies contre-indications à la chirurgie. Alors depuis, on en est finalement 18 ans après à se poser la question, est-ce qu'on est prêt pour le TAVI chez toutes les sténoses aortiques? Et pourquoi finalement on en est à se poser cette question? Alors, je dirais qu'il y a deux choses essentielles. La première, c'est évidemment l'amélioration des résultats de la procédure, mais également, je pense, la simplification de celle-ci. Et en parallèle, évidemment, ce qui a été déterminant, c'est l'arrivée de preuves scientifiques. Alors, pour l'amélioration et la simplification de la procédure, c'est vrai que quand on compare 2002 à 2020, aujourd'hui, on a vraiment une procédure de TAVI qui est assez angioplastie-like, avec une anesthésie locale, assez peu d'équipement, une voie fémorale, assez peu d'accès, une procédure qui est beaucoup plus simple, sans prédilatation, avec un pacing sur guide, des séjours hospitaliers très courts, et en général, un retour à la maison rapide. Donc ça, c'est vraiment, à mon avis, déjà une des premières choses qui a permis l'extension des indications. Mais évidemment, l'extension de ces indications n'est pas possible sans preuve scientifique. Et si effectivement tout a commencé par les patients contre-indiqués à la chirurgie, chez qui le TAVI faisait beaucoup mieux, on sait qu'après les études cliniques se sont attelées à démontrer la supériorité ou en tout cas l'équivalence du TAVI versus la chirurgie dans un profil de risque chirurgical décroissant. Donc on a d'abord eu le haut risque avec des études faites avec la valve Edwards et avec la valve Medtronic, où globalement dans ces populations le TAVI faisait mieux que la chirurgie. On a ensuite les études chez des patients à risque intermédiaire, chez qui le TAVI faisait au moins aussi bien que la chirurgie. Là aussi, des études randomisées menées avec les deux types de valves. Et enfin, plus récemment, et c'est vraiment, on va dire, directement l'objet de cette présentation, c'est le TAVI chez le patient plus ou moins tout venant, on en reparlera, mais en tout cas chez les patients considérés comme des patients à faible risque sur la base des études partenaires et de l'étude Evolute Low Risk. Donc évidemment, en accord avec ces nouvelles études, il y a eu une évolution importante des recommandations et il va y avoir très bientôt les recommandations américaines et bientôt également les recommandations européennes. Et on se rend compte qu'on est effectivement parti de la contre-indication, puis du haut risque, puis du risque intermédiaire. Et sans aucun doute, le niveau de bas risque va intégrer les prochaines recommandations et va laisser une place importante au TAVI. Donc c'est vrai qu'on peut dire qu'on a par rapport à il y a 10 ans vraiment un nouveau paradigme dans la prise en charge des sténoses aortiques serrées symptomatiques. Avec il y a 10 ans, sans doute la chirurgie en première option et le TAVI comme plan B, si on peut dire ça. Et du fait de l'évidence scientifique, de meilleurs devices, des opérateurs plus entraînés, des procédures optimisées, aujourd'hui, on a un petit peu inversé notre façon de penser, avec plutôt le TAVI en première intention. Et si notamment pour des raisons anatomiques, ce n'est pas possible, on s'orientera alors vers la chirurgie. Toutefois, c'est important de noter qu'il y a quand même certaines limites à ces essais bas risque, qui donc
propose l'utilisation du TAVI chez les patients à bas risque. La première chose, c'est que c'est évidemment des populations sélectionnées, car c'est des patients qui ont été inclus dans une étude avec des critères d'inclusion et d'exclusion. Et parmi ces critères d'exclusion, il y a notamment la bicuspidie, les patients qui vont être traités par des voies qui seront non transfémorales. Donc là, c'est quand même important d'avoir ça à l'esprit. Par ailleurs, on a à ce jour uniquement les suivis à 2 ans pour ces études, donc ce sera important aussi de savoir ce que ça donne à long terme. Et quand on parle du futur, il y a évidemment les 2 grandes questions qui sont celles de la durabilité et du TAVI dans le TAVI. Donc en lien avec ces limites, et pour dire finalement peut-être pas chez tous les bas risques le TAVI en 2020, c'est quelles sont finalement les limites résiduelles. Alors la première, c'est évidemment les anomalies de conduction. On sait qu'on a quand même un taux significatif de pacemaker et de bloc gauche et que ça aura indéniablement un impact important chez les patients à bas risque. On sait qu'on a encore un risque d'AVC qui reste comparable à la chirurgie et il faut sans doute optimiser les procédures. On sait également que le TAVI peut poser un problème en termes d'accès coronaire et notamment chez les patients jeunes avec des espérances de vie prolongées parce que l'angioplastie après un TAVI, c'est quelque chose d'assez fréquent. Ensuite, il y a des patients qui vont avoir des anatomies compliquées chez qui il faudra considérer la chirurgie. Et évidemment, les données sur la durabilité vont venir dans les années à venir avec le suivi des grosses cohortes. Donc finalement, ces limites, on va dire, du TAVI chez le patient à bas risque, ça nous amène à réfléchir à quelle chirurgie, finalement, quel patient pour la chirurgie. Alors, il va y avoir des patients qui vont avoir des maladies qui vont nécessiter une chirurgie et donc chez qui on fera aussi la sténose aortique, notamment une maladie coronaire complexe, un anévrisme de l'aorte ascendante ou d'autres pathologies valvulaires. On a aussi des patients chez qui on ira plutôt à la chirurgie pour le futur, des patients très jeunes ou des patients qui ont des mauvaises anatomies pour un éventuel TAVI dans le TAVI dans 10 à 15 ans. On a également des patients qui, comme on l'a dit pour les études à bas risque, seront sans doute sur le plan anatomique de mauvais candidats pour le TAVI et donc chez qui on envisagera la chirurgie. Et on aura aussi parfois des patients chez qui, effectivement, ils sont à bas risque, mais ils peuvent avoir un bémol, notamment pour le résultat du TAVI, que ce soit en termes de troubles conductifs ou en termes d'anatomie. Donc finalement, pour essayer de répondre à la question initiale de savoir si le TAVI dans le bas risque est effectivement une innovation de rupture, je pense qu'on peut dire oui, mais. C'est-à-dire que le TAVI doit, ou en tout cas peut être considéré chez les patients à bas risque, donc chez des patients avec une anatomie favorable, avec globalement du fait de leur anatomie une faible probabilité de complications, mais en tout cas toujours après une discussion heart team et également une information du patient. Donc c'est effectivement une innovation de rupture, mais il faut évidemment rester vigilant dans la sélection des patients. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas pour cette présentation vraiment très claire et très complète. Alors, les recommandations américaines viennent de sortir il y a très peu de temps puisqu'elles vont être publiées en 2021. Est-ce que pour toi, elles vont dans le même sens de ce que tu nous as présenté ou elles sont différentes? Oui, tout à fait. Merci Martine. Effectivement, quand on voit dans les recommandations européennes, alors je pense qu'il y avait quand même pas mal de gens qui espéraient un espèce de cut-off, que ce soit en termes de score ou d'âge, pour dire en dessous c'est chirurgie, au-dessus c'est TAVI. Et finalement, je pense que les recommandations, elles vont vraiment dans le sens de la pratique, c'est-à-dire qu'il y a quand même une fourchette importante de patients où il y a vraiment la place à la discussion entre les 2 techniques. Et c'est vrai que c'est ce que j'ai essayé de montrer dans ma présentation. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, le TAVI est une alternative tout à fait crédible chez le patient à bas risque, sous réserve que ce soit effectivement la meilleure solution. Et là vont entrer en ligne de compte des paramètres cliniques et évidemment, en premier lieu, des paramètres anatomiques. Donc, je trouve que cette place assez large dans les recommandations américaines, justement, des 2 techniques plutôt qu'un cut-off pour différencier l'une et l'autre, je trouve que ça va tout à fait dans le bon sens. Thomas, dans le prolongement de tes commentaires, la question qui me vient à l'esprit, c'est faut-il staffer systématiquement tous les patients qui ont une indication de remplacement valvulaire aortique par bioprothèse lors des réunions de Heart Team? C'est vrai que c'est effectivement une très bonne question parce que historiquement, en fait, on évaluait simplement les patients à haut risque et à risque intermédiaire pour quelque part que la Heart Team valide l'indication de TAVI. Mais compte tenu des nouvelles études et surtout des nouvelles recommandations, je pense qu'il est aussi important que la Heart Team valide les indications de remplacement valvulaire aortique chirurgical.
Parce qu'on sait qu'on a des patients de 80-85 ans qui vont parfois être aiguillés directement vers la chirurgie. Et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu, comme on l'a dit, des données et de l'évolution du TAVI chez le patient à bas risque, je pense qu'il faut que ce ne soit pas un staff TAVI, mais que ce soit effectivement un staff remplacement valvulaire aortique, que ce soit par TAVI ou par chirurgie. Merci beaucoup pour ces commentaires qui vont probablement modifier la prise en charge de nos patients avec indication de remplacement valvulaire aortique. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter Benjamin Othon qui va nous parler du renouveau de la dénervation rénale dans la prise en charge des patients avec hypertension artérielle sévère. Chers amis, chers confrères, je vous remercie de cette délicate invitation pour partager avec vous aux Journées européennes de la Société française de cardiologie une alternative thérapeutique très séduisante pour nos patients souffrant d'hypertension artérielle. Donc, je vous le rappelle, chaque degré compte. Une augmentation de 5 mm de mercure est associée à une très nette augmentation du risque d'accidents vasculaires cérébraux, que ce soit chez l'homme ou la femme, concernant la pression artérielle moyenne ou la pression pulsée. Or, on sait qu'un des pitfalls de la prise en charge de nos patients, ça reste très clairement l'adhérence du traitement aux patients. Dans cette très belle étude de Michel Bernier, vous pouvez voir que sur une observance d'un seul traitement antihypertenseur, après 300 jours, cette observance diminue quasiment à 60% des patients. Donc, un réel problème en fait, d'adhérence aux drogues et aux piles antihypertensives. Et finalement, ce manque d'adhérence a un impact extrêmement fort d'un point de vue médico-social, mais également de la santé, puisque vous pouvez voir qu'on estime à 1,8 million d'événements cardiovasculaires à l'horizon de 10 ans en France, et que si on augmentait l'observance thérapeutique à 70%, on diminuerait de quasiment 80 000 ces événements en France pour un coût économisé de quasiment 100 millions d'euros. Donc, il s'agit d'un réel problème de prise en charge de nos traitements. Et c'est dans ce contexte qu'a été développée, vous le savez, la dénervation rénale. Donc, l'objectif est d'aller inactiver les afférences et les efférences sympathiques. Et cette dénervation rénale est passée par l'ensemble des développements, Simplicity HTN1, puis 2, jusqu'à Simplicity HTN3, dont vous le savez, l'étude randomisée worldwide qui a été négative contre placebo. Et finalement, quand on fait un sum-up des études de première génération, vous pouvez voir que seulement 3 études sur 8 étaient positives en faveur de la dénervation rénale. Alors pourquoi première génération? Parce qu'elles ont été faites avec le cathéter Simplicity, qui était vraiment un cathéter de première génération, très difficile à manipuler d'un point de vue technique, avec une seule électrode unipolaire, et donc une variabilité technique interobservateur extrêmement importante qui a été soulignée dans l'échec de HTN3. Donc, à la lumière de l'ensemble de ces données, toutes les firmes impliquées dans la dénervation ont repensé la dénervation, que ce soit au niveau technologique, que ce soit au niveau de la procédure, mais également de la recherche clinique. Alors, pourquoi technologique? Le premier step, ça a été la modification du cathéter avec l'avènement du cathéter Spiral, qui est ce cathéter ondulé avec 4 électrodes et qui permet un pattern de dénervation en corolle et donc extrêmement reproductible entre les différents praticiens. La deuxième chose, c'est qu'ils ont repensé en fait l'anatomie des artères rénales. On pensait qu'il fallait dénerver l'ostium. On pensait que la concentration des nerfs sympathiques était maximale, mais en fait, on se trompait. La concentration des nerfs sympathiques est maximale en distalité sur les zones de bifurcation, mais en termes de quantité, mais en termes également de proximité par rapport à la lumière. Et donc, on a dénervé de façon beaucoup plus distale, y compris dans les zones de division artérielle. Et enfin, on a repensé la recherche clinique, et ça, c'est le Spiral HTN Clinical Program, avec l'inclusion de patients moins sévères, y compris l'inclusion de patients naïfs de traitement antihypertenseur dans le Spiral HTN Off, et également les patients traités avec 1 à 3 antihypertenseurs dans le Spiral HTN On. Alors, je vous présente le design de Spiral HTN Off qui a été récemment publié, des critères de sélection extrêmement rigoureux, plusieurs screening visites, des MAPA, des drug testing dans les urines, jusqu'à finalement cette randomisation sur table avec sham versus dénervation et un suivi à 3 mois. Aussi le flowchart, 80 patients dans l'étude pilot, 250 patients dans la cohorte pivotale qui a permis de randomiser 330 patients, 165 patients dans chaque groupe quasiment, avec un suivi à 3 mois. Et ce que l'on peut voir d'emblée, c'est que ce sont des patients certes fortement hypertendus, mais les caractéristiques techniques et notamment le nombre d'ablations étaient extrêmement élevés quand on compare avec HTN3, avec Simplicity 3, 47 points d'ablation en moyenne contre 8 dans HTN3. Donc une modification procédurale.
Et en termes d'efficacité, eh bien, sur l'ensemble des critères primaires, que ce soit le critère systolique en MAPA, mais également diastolique, mais également en cabinet, eh bien, vous pouvez voir une diminution significative de la pression artérielle systolo-diastolique chez nos patients, jusqu'à 5,5 mm de mercure sur la pression ambulatoire systolique. En termes de sécurité, cette procédure confirme les données que l'on avait, à savoir que c'est une procédure extrêmement safe, avec très peu d'événements cardiovasculaires en rapport avec la procédure. Alors, je n'ai pas le temps de vous présenter HTN-ON, je vous présente juste les résultats de l'étude pilote HTN-ON qui a été publiée sur 36 patients. Et chez les patients qui sont également traités par 1 à 3 traitements antihypertenseurs, la dénervation est plus efficace de façon très significative par rapport au groupe sham. Et lorsqu'on fait finalement le sum-up des études randomisées de deuxième génération, eh bien cette fois, il n'y a plus de doute, la dénervation des artères rénales est un traitement qui marche, qui est effectif sur la pression artérielle systolo-diastolique et sur l'ensemble de la journée de nos patients hypertendus. Alors bien sûr, il s'agit de patients dans les études randomisées extrêmement sélectionnées, mais Medtronic avait lancé le Global Simplicity Registry dès le début de l'histoire de la dénervation. Vous pouvez voir jusqu'à un suivi jusqu'à 36 mois, une diminution persistante de la pression artérielle, que ce soit en MAPA ou en office, avec des cohortes qui deviennent très importantes, jusqu'à 1200 patients. Et ils ont bien sûr également fait le suivi des événements cardiovasculaires indésirables. Et vous pouvez voir qu'il y a très peu, qu'il n'y a pas de survenue de sténose des artères rénales, comme ce que l'on craignait au début de l'histoire de la dénervation. Alors pour conclure, c'est une alternative thérapeutique extrêmement séduisante. Pourquoi ? Parce qu'on a prouvé qu'elle était efficace, on a prouvé qu'elle était safe et qu'elle est complètement indépendante de l'adhérence du patient au traitement. Il reste des zones d'ombre, et notamment une certaine variabilité interindividuelle lors des procédures, probablement parce qu'on manque actuellement de critères de succès procéduraux, mais c'est un travail que l'on va développer dans les années à venir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Benjamin pour cette présentation pleine d'espoir après une certaine déception avec les premières études. La question que je voudrais te poser est sur la réduction des traitements antihypertenseurs chez les patients qui ont pu bénéficier de ce traitement par dénervation rénale. Oui, mais vous avez pu voir dans Simplicity HTN-OFF, c'est quasiment 5 mm de mercure en MAPA. Et finalement, il y a une très belle analyse, méta-analyse qui a été publiée dans le JACC sur quasiment 970 patients avec les études randomisées de dernière génération. Et on estime en fait que la réduction en MAPA est équivalent à 5 mm de mercure, 7 mm de mercure en office, ce qui est à peu près, quand on s'intéresse aux études de thérapeutique, l'équivalent de un traitement antihypertenseur. Donc, une prise antihypertenseur, voire même 2 chez les patients qui sont très répondeurs. Et donc, si on regarde bien l'ensemble des études que tu nous as présentées, et notamment la dernière, on voit que ces traitements de dénervation rénale sont toujours, incluent souvent des patients qui ont une hypertension systolo-diastolique. Et donc, qu'en est-il pour toi des patients qui ont simplement une hypertension systolique ? En fait, ça fait appel au principe même de la dénervation rénale qui va s'intéresser à l'hyperactivité sympathique. Et on sait que les patients qui ont une hypertension artérielle systolique isolée ont plutôt un phénotype en rapport avec la rigidité artérielle et donc pas médié par le système nerveux sympathique. Il y a des données qui ont été réalisées qui montrent que la dénervation rénale est moins efficace dans le groupe de patients qui souffrent d'une hypertension artérielle systolique isolée, de par en fait sa mécanistique. Cependant, c'était au début de l'histoire et donc c'était avec des patients qui étaient considérés avec un profil d'hypertension artérielle résistante et donc on a appris l'HTN3 que c'était pas forcément un bon cluster de patients à cibler et les études ont ciblé des patients moins graves. Donc il faudra savoir renouveler en fait cette étude, l'étude de la dénervation chez les patients avec une HTA systolique isolée, chez les patients plus jeunes et probablement moins graves, moins traités et sans hypertension résistante. Écoute, merci beaucoup Benjamin et puis merci surtout à nos 3 orateurs qui nous ont permis, grâce à notre partenaire Medtronic, de pouvoir évoquer ces sujets qui sont vraiment très importants, la télécardiologie, le TAVI chez le bas risque ou la dénervation rénale. Et je pense que vous avez été pleinement éclairés par ces présentations. Sachez que vous pourrez retrouver cette session au moins pendant un mois
sur la plateforme. Donc, nous vous remercions de votre présence et j'espère que tout va bien au niveau de toutes ces questions. Merci beaucoup à vous.